J'espère que vous avez eu une belle heure de pause. Donc, juste regarder la liste d'étudiants. Il nous manque encore quelques personnes. Là, je vais recommencer tranquillement là, pour être sûr qu'on ait le temps de couvrir toute la matière pour cet après-midi. Donc, le but idéalement pour cet après-midi, ce serait d'essayer d'avoir terminé la matière vers 2h30 pour avoir au moins une dizaine de minutes à la fin du cours pour être un peu comme une période de questions. Vous laissez aussi la possibilité, si jamais vous avez encore des difficultés avec la méthode de fonctionnement pour l'évaluation mi-cours, vous permettre aussi de m'adresser ces questions-là. Et naturellement, si vous avez fait aussi des exercices dans le cahier, vous avez des questions par rapport à ça, pour vous donner le temps de poser vos questions pour tout ça. Donc, vraiment, l'objectif le plus possible, c'est d'essayer d'avoir fini la matière vers 2h30. Si on termine avant, tant mieux, ça va nous laisser juste une plus longue période de questions. Si jamais on déborde un peu, je vais peut-être aussi décider de couper certains sujets. Donc, naturellement que je connais les sujets qui sont évalués dans l'évaluation mi-cours. Donc, si je vois que ça tire trop vers la fin du cours, je vais peut-être décider de reporter certains sujets pour notre cours du 6 décembre, OK? Si jamais, là, je vois qu'on n'aura pas assez de temps pour faire la période de questions, parce que j'aurais réellement, j'aimerais vraiment ça avoir au moins un bon 10 minutes de période de questions de 2h30 à 2h40. Donc, ça, c'est le plan de match pour cet après-midi. Si vous m'avez envoyé encore des messages MIO en test, juste avant de me reconnecter, je suis allée lire vos messages. Donc, en principe, si vous retournez dans votre boîte MIO, dans vos courriels envoyés, le courriel que vous m'avez envoyé devrait être le dernier et vous allez avoir dans la colonne lue, ça va être passé au vert. OK? Donc, c'est comme ça que vous pouvez valider que j'ai bien reçu votre courriel. Donc, continuons avec la matière qu'on a au cours et on va continuer avec la page 87 pour parler de la loi sur la qualité de l'environnement. Et là, je dois vous faire une petite mise en garde avant d'entamer ce sujet-là, c'est qu'on pourrait faire un cours de 60 heures et plus juste sur le sujet de la loi sur la qualité de l'environnement. OK? Ça, c'est une loi qui comprend énormément de choses. Et là, le but de cette section-là, c'est d'aller directement avec un outil qui est beaucoup utilisé dans les transactions commerciales, donc pour les immeubles commerciaux. C'est la phase environnementale qu'on appelle aussi l'étude de caractérisation. OK? Donc, parmi tous les sujets qui sont dans la loi sur la qualité de l'environnement, il y en a un seul ici qu'on va utiliser, c'est le sujet de l'étude de caractérisation. L'idée, en fait, de la phase environnementale, c'est de valider si le terrain sur lequel est construit l'immeuble est contaminé ou non. OK? C'est l'objectif d'une étude de caractérisation, c'est de déterminer est-ce qu'il y a contamination, oui ou non, et s'il y a contamination, c'est quoi les limites de cette contamination-là, donc dans quelle mesure est-ce que c'est contaminé. Donc ça, c'est l'objectif d'une étude de caractérisation. Et la raison pour laquelle c'est un outil qui est beaucoup utilisé en matière commerciale, c'est que la plupart des banques et des institutions qui font du financement commercial vont exiger une étude de caractérisation pour autoriser le financement. OK? Donc, règle générale, comme les immeubles commerciaux ont je veux pas dire une plus grande valeur, mais disons qu'ils sont de plus grande superficie, règle générale, ou bien lorsqu'on parle du bloc appartement, que c'est généralement parti à une entreprise. Donc, si j'ai plusieurs blocs appartements, on va dire que j'ai un parc immobilier et ça devient un peu comme l'exploitation d'une entreprise. Donc, c'est pourquoi les banques, dans leur politique de crédit, pour la grande majorité, vont exiger une étude de caractérisation. C'est pas obligatoire dans tous les cas, OK? Donc, je veux pas non plus vous croyez que c'est obligatoire à tout coup, mais il y a beaucoup de banques qui l'exigent, OK? Donc, faut pas se surprendre si vous représentez un acheteur qui se cherche un financement pour l'achat d'un immeuble commercial, fort probablement qu'avant d'autoriser le financement, sa banque va exiger une étude de caractérisation. Ce qui veut dire que dans la grande majorité des cas, dans vos actions professionnelles, lorsque vous représentez un vendeur, ça pourrait être un sujet à aborder, l'étude de caractérisation. Parce que vous aurez compris que oui, si c'est la banque de l'acheteur qui l'exige,
fort probablement que l'acheteur va dire, ben, il va falloir que je paye pour, un peu comme une inspection, hein. Si l'acheteur veut faire inspecter, c'est lui qui va payer pour l'inspection. Si jamais ça révèle des problématiques, il n'y a pas de remboursement ni de la part de l'inspecteur ni de la part du vendeur. Donc, c'est un coût qui est engagé dans le cadre des vérifications diligentes. Donc, c'est la même idée dans le cadre d'une étude de caractérisation. Si c'est la banque de l'acheteur qui l'exige, oui, ça fait du sens que l'acheteur doive payer pour cette étude de caractérisation. Mais, dans certains cas, peut-être que cette étude-là existe déjà. Parce que si le vendeur avait lui-même fait financer son achat, peut-être que lorsque lui a acheté, il avait fait ou il avait obtenu une étude de caractérisation. OK? Il y avait déjà une phase environnementale existante. Donc, il y a certaines banques, parfois, qui vont être ouvertes à accepter une phase environnementale qui existe déjà, dans la mesure où on aura ce qu'on appelle une lettre de transmission. OK? Parce que lorsqu'on engage un expert pour faire une étude de caractérisation, cet expert-là va émettre un rapport et, règle générale, va émettre ce rapport-là en faveur d'une personne en particulier, celui qui lui aura donné le mandat. Donc, dans le futur, si on veut réutiliser cette même phase environnementale, d'ordinaire, on est capable de demander à l'expert de nous fournir, sujet à un paiement, une lettre de transmission qui va dire, bien, initialement, j'avais préparé le rapport en faveur de Julie, mais j'autorise à ce que ce soit telle personne ou telle banque qui utilise mon rapport. OK? Donc, s'il y a une phase environnementale qui existe déjà, ça peut être bien de discuter tout de suite avec votre vendeur de la possibilité qu'on ait besoin soit d'une lettre de transmission ou d'une nouvelle étude de caractérisation si celle-là, elle est trop vieille, par exemple. Et dans les deux cas, il faudra juste valider avec le vendeur, est-ce qu'il y a ouverture à payer pour ce type de document-là ou non? Parce que naturellement, qu'éventuellement, ça va faire partie des discussions et des négociations avec un potentiel acheteur. Ceci étant dit, vous avez dans les formulaires recommandés de l'OACIQ un formulaire qui vous permet de prévoir cette condition-là. C'est ce qu'on appelle l'annexe expertise. Donc, l'annexe expertise, c'est un formulaire qui est disponible pour vous comme courtier commercial et d'ailleurs aussi comme courtier résidentiel. Donc, on peut le rattacher autant à une PA qu'à une PAG. Et l'idée ici, c'est qu'au lieu de rédiger from scratch une clause pour une étude de caractérisation, vous pouvez utiliser les clauses préétablies de ce formulaire-là. Donc, par exemple, pour l'étude de caractérisation, oups, ça a commencé ici dans le bas, je m'excuse. Donc, pour l'étude de caractérisation, on a le choix de le faire à la charge de l'acheteur ou à la charge du vendeur. Et là, je m'excuse parce qu'il y a le watermark dessus qui empêche un peu de voir, mais vous avez les deux possibilités. Donc, étude de caractérisation, c'est une phase environnementale à la charge de l'acheteur, ou bien, ce qu'on voit un peu moins bien, c'est la E2.5, étude de caractérisation à la charge du vendeur. Donc, dépendamment qui exige cet élément-là et qui est d'accord pour le payer, on va choisir l'une ou l'autre des clauses. Et en fait, on va se donner un nombre de jours maximal pour procéder à cette étude de caractérisation. Donc, c'est pas toujours l'acheteur qui va payer pour cette condition-là. Ça pourrait être aussi le vendeur, notamment lorsque c'est pas une exigence de la banque de l'acheteur, mais une exigence de l'acheteur lui-même. OK? Donc, par exemple, si l'acheteur n'a pas besoin d'obtenir un financement pour son achat, mais que lui connaît bien le secteur dans lequel est situé l'immeuble et est d'avis que ça se peut que c'était anciennement un site d'enfouissement, une station d'essence ou autre, c'est possible que l'acheteur mette sa PA conditionnelle à ce que le vendeur fasse faire à ses frais une étude de caractérisation. Donc, c'est pas un automatisme que ce soit toujours l'acheteur qui paye. D'autant plus que c'est fort possible qu'il y ait déjà une phase environnementale qui a été commencée. Donc, mettons que le vendeur avait acheté à l'époque un terrain vacant, sans étude environnementale, avec le but de construire sur ce terrain commercial vacant. Lors de ses projets de construction, pour obtenir son financement de construction, automatique, ça prend une phase environnementale. Donc, avant de creuser, avant d'excaver, on veut savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le sol avant. Donc, si le vendeur avait commencé des démarches, par exemple, avait fait faire une phase 1 et que la phase 1 n'était pas concluante,
et que depuis, le vendeur a changé d'idée, veut plus construire et décide de mettre en vente son terrain commercial, eh bien là, comme on a déjà une piste à l'effet qu'on soupçonne qu'il y ait de la contamination, là, c'est possible aussi que l'acheteur dise, ben moi, je mets la PA conditionnelle à ce que tu continues, toi, vendeur, à payer pour obtenir les prochaines phases environnementales. Donc, encore une fois, si on a un indice à la base et que c'est l'acheteur qui l'exige, ça peut être à la charge du vendeur. Donc, tout se négocie dans la vie. Ça aussi, c'est un critère qui peut se négocier. C'est quoi les différentes phases qui vont se produire dans une étude de caractérisation? Il y en a 3, OK? La première phase, qu'on appelle la phase 1, c'est une étude de l'historique du terrain et des activités qui ont été tenues sur ce terrain-là. Donc, l'expert ne se déplace pas physiquement sur les lieux. Avec le numéro de lot et la localisation du terrain, l'expert va faire des recherches historiques pour déterminer à quoi a déjà servi ce terrain-là dans le passé. OK? Donc, la phase 1, c'est une étude historique et au terme de la phase 1, la conclusion de la phase 1 de l'expert, c'est de savoir est-ce qu'on pense ou non qu'il aurait pu y avoir contamination. Donc, avec la phase 1, on n'a pas de résultat comme tel, on a juste une opinion basée sur les faits et cette opinion-là peut être l'une des deux options suivantes, soit que l'expert est d'avis qu'il y a des indices qui démontrent qu'il aurait pu y avoir contamination, ou bien l'expert est d'avis qu'il n'y a pas d'indice qui va dans cette direction-là. Donc, vous aurez compris que si l'expert est d'avis qu'il n'y a pas d'indice qui va dans cette direction-là, on arrête à la phase 1. Okay? Donc, la phase 1, elle est suffisante. Elle est, comme on dit, concluante. Donc, on ne croit pas qu'il y aurait eu contamination basée sur l'historique. Donc, ça s'arrête là. Si l'expert est toutefois d'avis qu'il aurait pu y avoir dans l'historique des activités contaminantes, deux exemples classiques, c'est la station d'essence et le site d'enfouissement. Donc, si c'est l'une de ces deux activités-là ou autre chose aussi qui aurait pu être contaminant, là, on pense par exemple à des anciens cimetières qui auraient été déplacés, des anciennes usines aussi qui auraient pu contaminer le sol, donc pas juste les stations d'essence, mais d'autres activités polluantes. Dans ce cas-là, on va passer à la phase 2. OK? C'est pour ça qu'on vous dit la phase 2, c'est si besoin, dépendamment de la conclusion de la phase 1. La phase 2 va requérir la présence physique de l'expert. Donc, l'expert va se rendre sur les lieux et va faire un prélèvement. Donc, va faire un prélèvement du sol pour déterminer s'il y a présence de contaminants ou non. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un carottage. Donc, l'expert va aller chercher un prélèvement ou des prélèvements sur le sol, va les faire analyser et la conclusion de la phase 2, c'est de savoir est-ce qu'il y a présence de contaminants ou non. Donc, le résultat ou l'issue de la phase 2, c'est de vraiment savoir à ce point-ci est-ce qu'il y a contamination ou non. Vous aurez compris que s'il n'y a pas contamination, on arrête à la phase 2, alors que s'il y a contamination, on passe à la phase 3. Et la phase 3, ça nous permet de préciser les limites de la contamination. Donc, maintenant qu'on sait avec quelques prélèvements qu'il y a du contaminant dans ce sol-là, la prochaine chose qu'on doit déterminer, c'est dans quelle mesure. Donc, l'expert va établir le volume des matériaux contaminés qui se situent dans le sol et va déterminer notamment dans la phase 3, qu'est-ce qu'on doit excaver pour se débarrasser du contaminant. Donc, le résultat de la phase 3, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit retirer comme sol contaminé pour être en mesure de décontaminer ce sol-là. Donc, est-ce qu'on doit excaver 1 pied, 2 pieds, 10 pieds, 20 pieds? C'est ce que l'expert va établir dans sa phase 3. Donc, vous aurez compris que si on se rend jusqu'à la phase 3, c'est que notre terrain est contaminé et donc devra suivre après la phase 3 la fameuse décontamination. Donc, c'est sûr que si on a un acheteur qui se fait exiger de sa banque une étude de caractérisation et qu'on se rend jusqu'à la phase 3 qui nous dit que c'est contaminé et dans quel volume, c'est sûr et certain que la banque de cet acheteur-là va exiger la décontamination. Il y a généralement 2 scénarios possibles si on arrive là. Il y a certaines banques qui vont permettre à l'acheteur de décontaminer lui-même, donc vont autoriser quand même le financement pour que l'acheteur puisse devenir propriétaire et lorsqu'il sera propriétaire, va devoir décontaminer.
Ou bien, il y a certaines banques qui vont dire, nous, on retient le financement jusqu'à ce que le vendeur décontamine. OK? Donc, il y a certaines banques qui veulent même pas se rendre jusqu'à cette prise de risque-là et va dire, ben maintenant qu'on sait que c'est contaminé, nous, on va autoriser le financement, mais lorsqu'on aura un suivi de la décontamination. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on peut retrouver beaucoup dans le domaine commercial. Et là, en résumé de tout ça, vous aurez compris que partie de votre travail, c'est de déterminer qui va payer pour la phase environnementale, donc qui va payer pour l'étude de caractérisation si elle n'existe pas déjà. Si on a déjà une étude de caractérisation qui avait été préparée dans le passé, on pourrait toujours tester la possibilité d'obtenir une lettre de transmission. Donc, peut-être que ça serait suffisant, que l'acheteur accepterait que même si c'est une étude qui a été faite il y a 10 ans, avec la lettre de transmission, on le considère acceptable. Et naturellement, si jamais ça fait partie des conditions à réaliser que de faire une étude de caractérisation, dépendamment du résultat aussi, ça permet de savoir ce qui va arriver avec la PAG. OK? Parce que dans l'annexe E, ce que je vous ai pas montré tantôt, que je vais vous montrer maintenant, c'est que dépendamment du résultat de l'étude de caractérisation, ça pourrait permettre à l'acheteur de se retirer de la promesse d'achat. OK? Donc, peu importe ce que la banque est en mesure de faire, si jamais on vous le dit, si le rapport de la phase 1 recommande une phase 2, ou si tout rapport ultérieur, phase 2 ou phase 3, révèle la présence de contaminants, matières dangereuses ou autres, l'acheteur pourra annuler la PAG à sa seule discrétion en avisant le vendeur par écrit dans les 4 jours suivants le délai pour faire l'étude de caractérisation. OK? Donc, c'est sûr qu'il y a certains acheteurs que ça pourrait aussi décourager, surtout si on a le résultat de la phase 3 qui nous dit que c'est un immense volume qui doit être retiré. Ça veut dire des coûts, hein, parce que lorsqu'on a du sol contaminé, on peut pas, oui, excaver, ça sera le même coût que n'importe quelle excavation, sauf que disposer de ces sols-là, c'est ça qui va être cher pour l'acheteur ou pour le vendeur si c'est lui qui doit être décontaminé. Okay? Donc, ça peut décourager certaines personnes, dépendamment du niveau de contamination. Est-ce que ça va pour les phases environnementales? Donc, vous aviez peut-être déjà entendu parler de tout ça dans votre parcours résidentiel, mais c'est peut-être aussi un sujet qui est nouveau. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps pour vous expliquer un peu plus en détail les phases environnementales. Donc, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé là, si vous connaissiez déjà le sujet. Super. Excellent. Donc, ça fait le tour ici de ce que je devais vous préciser pour l'étude de caractérisation. Et là, je ne sais pas si on vous suggère, non, on ne vous le suggère pas ici. Moi, je vais vous le rajouter. Peut-être que vous pourriez aussi le rajouter vous-même. L'annexe expertise, hein, qui sera votre très bon ami, votre très bon allié là, pour ce type de dossier-là, où est-ce qu'il y aurait une étude de caractérisation. Au lieu de rédiger les clauses en partant de rien, partez de cette annexe-là. Vous avez le choix, comme dans n'importe quel scénario, soit d'extraire la clause et la mettre dans votre PAG, ou bien d'aller annexer l'annexe E en cochant simplement cette clause-là. Okay? Les deux méthodes sont très bonnes. Et sachez aussi, là, je le passe pas avec vous parce qu'on vous réfère au cours d'architecture et de construction, mais sachez que l'annexe E peut aussi être utilisée pour d'autres types d'expertise. Ok, vous avez aussi là-dedans, à la première page de l'annexe E, la capacité portante du sol. Donc, surtout lorsqu'on veut acheter un terrain vacant pour y construire, on veut savoir la capacité portante du sol. Donc, c'est quoi notamment le nombre d'étages maximum et le poids maximum de l'immeuble qu'on va être capable de construire là-dessus. Et encore une fois, cette expertise de la capacité du sol peut être à la charge de l'acheteur ou à la charge du vendeur. Et la première chose qu'on ne voit pas en haut, là, c'est une catégorie plus générale dans laquelle on peut simplement demander une expertise à la demande de l'acheteur, mais aux frais du vendeur. Et là, ça peut porter sur plusieurs sujets. Vous avez des petits exemples en dessous, tests de périte, remblai, fondation, radon, toutes sortes de trucs comme ça. Là, on peut le prévoir à la première clause de l'annexe E. Okay? Donc, si vous cherchez des fois de l'inspiration pour ces clauses-là, l'annexe E peut être un très bon ami pour ça.
Autre chose qui découle de la loi sur la qualité de l'environnement, mais qui se trouve spécifiquement dans la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, faites attention lorsque vous prenez des contrats de courtage pour des propriétés riveraines. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il y aura des protections pour la rive, OK? Donc, la rive, le littoral, les plaines inondables, c'est protégé par le biais de cette politique-là. Si vous voulez en connaître plus, vous pouvez, on vous a mis le site du ministère de l'Environnement pour aller jeter un œil à cette politique-là. Mais l'idée, en fait, de cette politique-là, c'est de deux choses. C'est que lorsqu'on a une propriété riveraine, automatiquement, il va y avoir ce qu'on appelle une bande de protection riveraine. Et une bande de protection riveraine, ça a toujours 10 mètres de largeur et c'est une zone dans laquelle on ne peut pas effectuer de construction, de travaux, de remblais. Donc, c'est une zone, comme le nom le dit, pour protéger la bande riveraine. Et à la fin de votre manuel, vous avez un exemple d'un certificat de localisation pour une propriété riveraine. OK? On a essayé de vous rentrer un maximum d'informations dans cet exemple-là. Et comme vous le voyez, il y aura toujours la zone délimitée pour la bande de protection riveraine, donc le fameux 10 mètres. OK? Donc ça, c'est important de l'indiquer aux clients acheteurs qu'il y a cette limitation-là au niveau des propriétés riveraines parce que ça veut dire que l'acheteur ne pourra pas faire aucune construction dans cette zone-là. Cette zone-là, elle est faite pour protéger le cours d'eau lui-même. Règle générale, la bande de protection riveraine, elle est calculée du haut du talus, qui est le point le plus haut de la rive. Et des fois, ça peut aussi certaines villes, parce que ça, c'est imposé par la politique, mais c'est les villes qui le mettent à exécution. Donc, des fois, les villes vont aussi calculer la bande de protection riveraine avec la ligne d'inondation 0,2 ans. OK? Donc, dépendamment des villes, des fois, c'est calculé du haut du talus, des fois, c'est calculé de la zone 0,2 ans. Dans les deux cas, ce qui est important pour vous, peu importe comment c'est calculé, c'est lorsque vous analysez avec votre client acheteur le certificat de localisation, de bien l'indiquer, donc de bien le pointer à votre acheteur qu'il y a cette limitation-là. Donc ça, c'est la première chose qu'on retrouve pour les propriétés riveraines. La deuxième chose qu'on doit garder en tête pour les propriétés riveraines, ce sont les zones inondables. OK? Les zones inondables, c'est pas toujours présent, même si on est au bord d'un cours d'eau. OK? Ça dépend de la configuration de la topographie. Donc, dans certains cas, ça sera présent, dans certains cas, ça ne le sera pas. Et lorsque c'est présent, vous allez toujours avoir une légende dans le plan du certificat de localisation qui va vous indiquer c'est quoi les traits qui sont utilisés pour délimiter ces zones-là. Donc, dans l'exemple du certificat de localisation que vous avez ici, il y a une zone inondable 0,2 ans qui est le petit pointillé. Ensuite, il y a une zone inondable 0,20 ans qui est le pointillé un peu plus prononcé ici, qui revient sur le terrain comme ça. Et finalement, on a une zone 0,100 ans qui est la ligne pleine ici, qui revient aussi sur le terrain et fait la pointe qui est ici. Et en fait, le but d'indiquer à votre client acheteur les zones inondables, c'est que dans la plupart des cas, on ne peut pas non plus changer la topographie des zones inondables. Donc, le but d'une zone inondable, c'est de prendre l'excès d'eau lorsqu'il y a des pluies abondantes ou des crues printanières. Donc, règle générale, pour être capable de faire des travaux dans les zones inondables, ça prend certaines autorisations. Puis des fois, c'est même pas la ville qui peut les donner. Des fois, c'est même la MRC. OK? Et ces règles-là sont différentes dépendamment des zones inondables. Donc, généralement, ce qu'on appelle les zones à haut courant, comme les zones 0,2 ans, qui inondent fréquemment, ça, généralement, il n'y aura pas vraiment de possibilité de faire des travaux. Mais une zone 0,100 ans, qui est une zone qu'on appelle à faible courant, ça, il y a possibilité de faire certains travaux, notamment pour la sauvegarde de certains bâtiments. Comme dans l'exemple que vous avez à l'écran, il y a un espace ici de rangement style garage qui est tout près de la zone 0,100 ans.
Donc, si le sol s'est affaissé un peu en raison des crues printanières à chaque année ou de certaines inondations qui ont eu lieu, il pourrait y avoir certains travaux faits ici pour assurer la structure qui est ici, qui est à l'extérieur de la zone inondable. Dans tous les cas, moi, je vous explique tout ça pour vous donner du détail, mais dans tous les cas, votre rôle comme courtier inscripteur, c'est de divulguer ces éléments-là dans la DV. Donc, que ce soit la DV au long ou la mini-DV dans le CCG, on met ça là-dedans pour s'assurer que l'acheteur est au courant que ces limitations-là existent. Et si votre acheteur, comme courtier collaborateur, vous parle de certains besoins, de certains travaux de remblai, de certaines choses qu'il veut faire, prévoyez une clause dans la PAG pour donner le temps à votre acheteur de faire ces démarches. Donc, si l'acheteur vous dit, suite à la visite, « Ah, mais c'est clair qu'il y a eu un affaissement et que ça met en péril l'espace de rangement », et que l'acheteur vous dit, « Ben moi, c'est sûr que si j'achète, il faut que je sois capable de pieuter ou je sais pas trop quoi pour sauvegarder le garage », dans ce cas-là, ça devrait déclencher un automatisme pour vous de dire, ben dans la PAG, je vais mettre une condition pour dire que cette promesse, elle est conditionnelle à ce que l'acheteur puisse obtenir des autorisations X, Y, Z de la municipalité dans un délai de X nombre de jours et que si l'acheteur n'est pas en mesure d'obtenir ça, l'APA est annulée. OK? Donc, c'est ça votre action professionnelle comme courtier de l'acheteur. Votre devoir d'information, c'est lui dire, sache que cette situation-là arrive. Si votre acheteur a des besoins particuliers, votre devoir de conseil, c'est d'inclure dans la PAG une clause pour protéger votre acheteur et lui permettre de se sortir de cette PAG-là s'il n'obtient pas les confirmations qu'il voulait avoir. OK? Donc, ça, c'est les deux éléments qui ressortent pour les propriétés riveraines au terme de la politique sur la protection des rives et du littoral. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres éléments que ça dans cette politique-là. Il y a beaucoup de choses aussi en lien avec qu'est-ce qu'on peut faire comme construction dans le cours d'eau lui-même, OK? Si c'est une rivière au bord de laquelle se situe l'immeuble, est-ce que j'ai la possibilité de me construire un quai dans cette rivière-là? C'est quoi les matériaux que j'ai le droit d'utiliser pour être sûr de sauvegarder la faune, la flore, etc.? Donc, c'est sûr qu'on peut pas aller dans ce détail-là dans le cours d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, on pourrait faire 60 heures de cours et plus juste sur la loi de la qualité de l'environnement et tout ce qui en découle. Mais naturellement que c'est pas des conseils que vous avez de besoin de donner comme courtier. Donc, on y va vraiment, on a épuré pour garder juste qu'est-ce que vous avez besoin comme courtier immobilier. Donc, ça, c'est pour la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Est-ce que ça va là-dessus? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Excellent. La prochaine section que vous avez dans le manuel, c'est en lien avec la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Et là, vous allez me trouver plate parce que je vais avoir un peu le même commentaire que pour la loi sur la protection de l'environnement. On pourrait faire un cours de 60 heures et plus juste sur la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. C'est une loi qui est extrêmement détaillée et c'est une loi qui est aussi extrêmement complexe à analyser. Moi, personnellement, j'ai fait 45 heures de cours à la maîtrise en droit notarial juste pour me rafraîchir la mémoire sur la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, parce que c'est un cours qu'on a aussi dans le baccalauréat en droit. Donc, 45 heures, c'était juste pour nous rafraîchir la mémoire, imaginez-vous. Donc, c'est une loi, naturellement, qu'on n'analysera pas non plus de A à Z. On va vraiment y aller avec les éléments qui sont importants pour vous comme courtier immobilier. Et comme tout ce qui est terre agricole, c'est considéré comme étant du commercial par l'OACIQ, c'est fort probable qu'en matière commerciale, vous puissiez avoir ce type de pratique-là. Surtout pour ceux et celles qui comptent pratiquer en région, encore plus de possibilités de prendre des listings sur et pour des terres agricoles. Alors, la première idée et l'idée de base avec la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, c'est qu'on veut protéger
le territoire et les activités agricoles. Donc, comme son nom l'indique, le but de cette loi-là, c'est de protéger la base territoriale qui sert à la pratique agricole. Ce qui veut dire que selon cette loi-là, lorsqu'on est en zonage agricole, les seules activités que je puisse y faire, ce sont des activités agricoles. Donc, c'est aussi simple que ça. Tout ce qui est catégorisé par la loi comme étant un zonage agricole, la seule chose légalement que j'ai le droit d'y faire, c'est de l'activité agricole. Donc, je peux laisser le sol à son état naturel, je peux en faire la culture, je peux faire de l'élevage animal, je peux faire des champs de fleurs si je veux, je peux avoir une érablière. Donc, tout ce qui est activité agricole selon la loi, j'ai le droit de faire lorsque je suis en zonage agricole. La question que j'ai pour vous, c'est qui est-ce qui détermine qu'est-ce qui est un zonage agricole et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, d'après vous, c'est qui prend la carte du Québec ou qui a pris la carte du Québec pour dire, ben ça ici, ça va être agricole et ça ici, ça sera autre chose? Qui avait ce job-là de déterminer et de découper le Québec en zone agricole et en zone non agricole? Effectivement, c'est pas tout à fait le ministère de l'Agriculture, mais c'est ce qu'on appelle la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Donc, exactement, Mélanie, l'acronyme, c'est la CPTAQ. Donc, selon la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, le gouvernement du Québec a créé une commission, donc une espèce d'organe décisionnel qu'on appelle la CPTAQ, et c'est eux qui ont décidé qu'est-ce qui est du zonage agricole et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, avant même d'arriver à la réglementation municipale qui nous dit qu'est-ce qui est résidentiel, qu'est-ce qui est commercial et qu'est-ce qui est industriel, avant d'arriver là, la première étape, c'est de regarder qu'est-ce qui est agricole et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et au terme de la loi, on va dire que tout ce qui est zoné agricole, on appellera ça la zone verte, et tout ce qui ne l'est pas, on appellera ça la zone blanche. OK? Donc, selon la loi, la CPTAQ avait la job de prendre la carte du Québec et de dire ça, c'est de la zone verte, donc agricole, et tout le reste, c'est ce qu'on appelle de la zone blanche. Ce qui veut dire, si vous avez connecté l'information déjà, c'est que les villes, pour le règlement de zonage de la ville qui détermine qu'est-ce qui sera du résidentiel, qu'est-ce qui sera le quartier commercial et qu'est-ce qui sera le quartier industriel, c'est seulement dans la zone blanche. OK? La ville a juridiction avec son règlement de zonage dans la zone blanche seulement. Parce que la zone verte, qui a été déterminée par la CPTAQ, tout ce que j'ai le droit d'y faire, c'est de l'agriculture. Est-ce que ça, c'est clair jusqu'à présent? Et juste pour qu'on soit clair, si on vous pose la question, qu'est-ce qu'on a le droit de faire en zone agricole? La réponse, elle est toujours des activités agricoles seulement. Et selon la loi des activités agricoles, c'est de laisser le sol à son état naturel, d'en faire la culture, d'en faire de l'élevage ou d'en faire une érablière. That's it. OK? Maintenant, quelqu'un peut me dire, sachant ce que je viens d'expliquer, comment ça se fait que même en zonage agricole, il y a des maisons alors? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que dans une zone agricole où je suis supposée juste faire des activités agricoles, qu'il y ait des maisons dans ces zones-là? Exactement, Mélanie. La première possibilité, c'est un droit acquis qui aurait été obtenu par le propriétaire parce que la construction de sa maison a été faite avant l'entrée en vigueur de la loi, donc avant 1978. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi sur la protection des activités du territoire agricole, ça a été adopté par le gouvernement du Québec en 1978. Donc, avant cette date-là, ça n'existait pas ou peu le zonage agricole comme tel et il n'y avait pas cette restriction-là de dire qu'en zonage agricole, on peut juste faire de l'agriculture. Ce qui veut dire qu'un agriculteur qui possédait une terre
avant 1978 pouvait demander son permis à la ville pour y construire une maison et il n'y avait pas d'autre chose à regarder. OK? Et c'est sûr et certain que lorsque le gouvernement a adopté la loi en 1978, il n'était pas pour dire à tous ceux qui s'étaient déjà construit une maison, vous devez l'acheter à terre parce qu'à partir de maintenant, on a décidé que vous êtes en zone agricole puis que la seule chose que vous pouvez faire, c'est de l'agriculture. Donc, ça aurait été complètement dingue de faire ça, d'où le fait qu'on a des droits acquis pour les gens qui s'étaient construit une maison avant l'entrée en vigueur de la loi. Ce qu'il faut également savoir, c'est que d'après cette loi-là, il y a eu aussi une période transitoire pendant laquelle les agriculteurs qui ne s'étaient pas déjà construit une maison pouvaient le faire et cette maison-là allait aussi bénéficier de droits acquis. OK? Donc, pour être équitable entre ceux qui se seraient déjà construits avant la loi et ceux qui se disent, ben, avoir su que le gouvernement allait adopter ça, je me serais construit une maison pour bénéficier de droits acquis. Le gouvernement, dans la loi, a donné 11 ans, aux gens pour se construire une maison après l'entrée en vigueur de la loi. Donc, les agriculteurs propriétaires de terres agricoles avaient le droit de se construire une maison jusqu'au 2 août 1989 pour que cette maison-là bénéficie aussi de droits acquis. Donc, aujourd'hui, si je vois en terre agricole qu'il y a une maison sur la terre agricole, c'est fort probablement parce que cette maison-là a été construite avant 1978 ou parce que cette maison-là a été construite entre 1978 et 1989. Dans ces deux cas-là, que ce soit avant ou dans les 10 années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la loi, lorsque c'est le cas, l'arpenteur géomètre va vous le dire dans le certificat de localisation. Donc, l'arpenteur géomètre, c'est sa job de dater la construction de la maison, donc de vous dire à quelle date ou à peu près cette maison-là a été construite. Et si l'arpenteur arrive à la conclusion que ça a été fait avant 1989, va pouvoir vous confirmer dans le certificat de localisation que cette maison-là bénéficie de droits acquis. Donc, si vous prenez un listing pour une terre agricole sur laquelle il y a une maison et que vous voyez dans le certificat de localisation qu'il y a un droit acquis pour la maison, vous savez que tout est régularisé dans le dossier. La seule chose qui va rester à faire, c'est de divulguer dans la DV qu'on est en zonage agricole et de divulguer que la maison, elle est là parce qu'il y a un droit acquis. OK? Donc, dans la DV, vous avez, je vais vous le montrer rapidement, à la clause D2.9 de la nouvelle DV depuis juin, vous avez la question qui vous demande est-ce qu'on est en zonage agricole? Donc, vous l'avez, où est-ce qu'il est mon zonage agricole? C'est tellement petit, je ne suis pas capable de lire. Zone inondable, règlement de la ville, zone aéroportuaire, protection, zone agricole. Bon. Donc, D2.9, on est capable de dire que c'est en zonage agricole, donc je vais aller cocher oui si c'est le cas. Et à D15, je vais aller mentionner encore une fois D2.9, j'ai coché oui et je vais aller dire que l'immeuble se trouve en zone agricole et la maison ou l'immeuble ou la construction bénéficie de droits acquis. OK? Donc, c'est là que je vais le divulguer. Même chose si le client s'objecte à faire la DV au long et préférerait faire la mini-DV dans le CCG, vous allez alors utiliser 8.4 et vous avez dans la liste de questions en rafale ici, est-ce que ça fait partie, est assujetti ou non à la loi sur la protection du territoire agricole? Donc, vous allez cocher c'est assujetti et idéalement, à la fin du contrat, vous allez écrire que suivant la clause 8.4, paragraphe 8D, donc je peux l'écrire pour vous. Donc ici, vous allez mettre dans les autres conditions que suivant la clause 8.4, paragraphe 8D des présentes, l'immeuble est situé en zone agricole et
la construction bénéficie de droits acquis. Donc, tout ce que vous allez mettre ici dans votre CCG, vous allez le mettre dans votre listing et naturellement que l'acheteur va en prendre connaissance de cette façon-là. Donc, ça, c'est la première façon ou la première raison qui explique pourquoi sur une terre agricole, je peux avoir une maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une autre idée de la deuxième raison pour laquelle je pourrais aussi avoir une maison? Donc, tout ce qui est construction en lien avec l'agriculture, ça, c'est permis. Donc, si par exemple, je fais la culture de blé sur ma terre agricole et que j'ai besoin d'un silo pour entreposer ma culture, je peux construire un silo. Donc, les constructions de nature commerciale qui servent à l'exploitation agricole, ça, c'est autorisé. Donc, si j'ai besoin d'une grange pour y loger mes animaux, si j'ai besoin d'un garage pour y loger mes équipements, ça, il n'y a pas de problème, ça fait partie de la définition d'une activité agricole. Donc, ça va. Mais qu'est-ce qui explique que j'aurais d'autres types de construction comme une maison sur une terre agricole? Donc là, on a vu la possibilité d'un droit acquis parce que ça aurait été fait avant l'entrée en vigueur de la loi ou du moins dans les 10 d'années transitoires. La deuxième chose qui permet d'avoir une construction autre que pour de l'agriculture sur une terre agricole, c'est une autorisation spécifique de la CPTAQ. Okay? Donc, si jamais la construction que je veux faire, naturellement, elle n'a pas été faite avant l'entrée en vigueur de la loi, et aujourd'hui, je suis propriétaire d'une terre agricole et j'aimerais bien y avoir une maison, où j'aimerais bien construire quelque chose justement pour y loger certains travailleurs étrangers, sur certains travailleurs qui viennent pour les saisons d'agriculture. Donc, si je veux une place de résidence sur ma terre agricole, la deuxième possibilité, c'est d'obtenir une ordonnance, donc une autorisation spécifique de la CPTAQ. Donc, aujourd'hui, j'ai la possibilité d'adresser une demande à la CPTAQ pour lui dire, moi, sur ma terre agricole de 20 hectares, j'aimerais construire une maison résidentielle de X grandeur. Et si la CPTAQ est d'accord avec ce projet-là, la CPTAQ va donner une ordonnance par laquelle la superficie sur laquelle on veut construire la maison sera transformée en zone blanche et par le fait même, ça va donner autorisation à la ville d'émettre les permis de construction nécessaires. Donc, lorsque la CPTAQ autorise qu'on construise une maison résidentielle sur une terre agricole, c'est que la superficie sur laquelle on veut construire sera dézonée pour la rendre zone blanche et permettre à la ville d'émettre les permis nécessaires. Donc, lorsqu'on veut se construire une maison sur une terre agricole, non seulement la CPTAQ doit dire oui, mais ensuite, ça doit aussi plaire au règlement de zonage de la ville. Donc, si la ville a dit dans ce secteur-là de la ville, on permet les constructions unifamiliales seulement, par exemple, ben ça veut dire qu'une fois que la CPTAQ va avoir dit oui, l'agriculteur va être capable juste de construire une maison unifamiliale. Parce que maintenant que ça a été dézoné pour en faire une petite zone blanche, cet espace-là, cette superficie-là, il faut maintenant appliquer les règles de la ville. Okay? Donc, la deuxième raison qui expliquerait qu'on puisse construire une maison résidentielle sur une terre agricole, c'est par le biais d'une autorisation spécifique de la CPTAQ. Et ça, si c'est ça qui explique la maison que vous voyez sur une terre agricole, donc je reprends mon exemple, vous voulez prendre un listing et vous voyez qu'il y a une maison sur cette terre agricole, vous allez pouvoir être capable de confirmer qu'elle est réglementaire en ayant le numéro de la décision de la CPTAQ, et ça, l'arpenteur géomètre va vous le mentionner aussi dans le certificat de localisation. Donc, l'arpenteur va vous dire, dans la section sur le zonage agricole, c'est une terre qui est en zone agricole. Par contre, suivant l'autorisation numéro 1 tel de la CPTAQ, il y a 3000 pieds carrés qui ont été dézonés pour en faire une construction résidentielle.
Et là, dans la section sur les règlements municipaux, l'arpenteur va compléter en disant, ben, pour la zone de 3000 pieds carrés, il y a un permis de construction qui a été obtenu auprès de la ville et donc la maison, elle est réglementaire, elle est conforme. Et en fait, Joseph, vous mentionnez un bon point. Règle générale, lorsqu'on demande à la CPTAQ une autorisation, c'est le genre de choses qu'ils vont évaluer. Est-ce que l'agriculteur, justement, qui veut faire la culture de ce terrain-là, a déjà un lieu d'habitation ou est-ce que ça va lui servir comme lieu d'habitation? Parce que prenons l'exemple où est-ce qu'on avait un agriculteur qui avait, je sais pas moi, 20 terrains agricoles et sur un de celui-là, il avait sa maison. Il n'y a pas besoin, lui, d'avoir une maison sur chacune de ses terres agricoles. Mais si cet agriculteur-là vend une terre agricole à quelqu'un d'autre et sur cette terre-là qu'il a vendue, il n'y a pas de maison, bien, fort probablement que le nouvel acheteur va vouloir, lui, pour faire ses activités agricoles, se construire une maison. Donc, c'est là que ça devient, que le plan que je viens de vous nommer, l'option que je viens de vous nommer devient essentielle. Parce qu'effectivement, si on a besoin d'une place à habiter sur la terre agricole, c'est par le biais d'une décision de la CPTAQ qu'on va être en mesure de le faire. Et en fait, les dimensions particulières qui sont autorisées par la CPTAQ, ça dépend de la grandeur du terrain. OK? Donc, Mélanie, pour répondre à votre question, c'est pas nécessairement toujours les mêmes dimensions qui vont être autorisées. Ça dépend de la grandeur du terrain et ça dépend aussi de qu'est-ce qu'il y a autour. Donc, si c'est un lot qui est adjacent à un chemin public, par exemple, c'est fort possible qu'on soit capable de construire plus grand que si on n'est pas adjacent à un chemin public. Même chose si on est capable d'avoir des services d'aqueduc ou d'égout, fort probablement qu'il va y avoir aussi des restrictions à respecter en termes de à quelle distance du chemin public la CPTAQ va autoriser qu'on construise et ainsi de suite. OK? Parce que je vous rappelle que l'esprit de la loi, c'est de protéger les terres et les activités agricoles. Donc, on ne veut pas trop permettre de construction résidentielle parce qu'on élimine en faisant ça le zonage agricole et on réduit le nombre de sols qu'on est capable de cultiver au Québec. OK? Donc, c'est ça l'esprit de la loi. Donc, encore une fois ici, si l'exemple que vous avez, c'est un propriétaire, un agriculteur qui a une maison sur sa terre agricole et que cette maison-là a été autorisée par la CPTAQ, vous allez encore une fois faire les mêmes choses dans votre DV. Donc, dans la DV, vous allez aller cocher à D2.9 qu'on est en zone agricole, mais la seule différence, c'est que dans vos explications, vous allez plutôt dire que la construction a été autorisée par la CPTAQ au terme de la décision numéro, puis là, ben, vous allez mettre simplement les numéros de la décision. Et vous allez faire la même chose dans la mini-DV. Donc, si votre vendeur ne veut pas faire la DV au long, vous allez dans le CCG et à la fin, vous allez juste transformer ici pour dire encore une fois que la construction a été autorisée au terme d'une décision de la CPTAQ numéro, puis là, vous allez juste mettre le numéro de la décision. Idéalement, il faudrait aussi avoir une copie de cette décision-là. OK? C'est beau que l'arpenteur vous le confirme dans le certificat de localisation, mais fort probablement que l'acheteur va vouloir lui-même faire sa due diligence et lire cette autorisation-là. Donc, l'idéal, c'est que si votre vendeur a perdu son autorisation de la CPTAQ, il faudrait rapidement en demander une copie auprès de la CPTAQ pour l'avoir disponible pour un acheteur. Et en fait, la dernière idée qui va un peu répondre à la question qui a été posée un peu plus tôt, en fait, ouais, c'était la question de Sandra qui demandait si on pouvait ajouter un garage, par exemple. J'avais plutôt pris la question en termes de usage agricole, mais si on ramène ça à un usage résidentiel, ça veut dire que ce soit permis par le biais d'un droit acquis, ou qu'une construction ait été autorisée par le biais de la CPTAQ, c'est cette dimension-là ou cette limite-là qui est autorisée seulement. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a une maison qui avait été construite avant 1978, la maison fait 1000 pieds carrés. OK? C'est une petite maison, 1000 pieds carrés.
ça veut dire que le droit acquis s'applique à ce 1000 pieds carrés-là seulement. Donc, si aujourd'hui, l'agriculteur voulait vendre sa terre agricole, incluant la maison, et que l'acheteur vous dit « Ah, moi, je vais rajouter un deuxième étage, un garage attaché, je vais défricher un peu pour installer une piscine creusée », tout ça, ce sont des agrandissements. Et comme ces agrandissements-là ne sont pas pour une activité agricole, ça va prendre une autorisation de la CPTAQ. Donc, si je veux construire un étage supplémentaire à la maison, je veux aménager la cour arrière, il va falloir que je demande à la CPTAQ d'agrandir la zone blanche. OK? Donc, ça aussi, c'est un élément important qui est apporté à la connaissance d'un acheteur, c'est que lorsqu'on achète en zone agricole, ce qu'on voit, c'est ça spécifiquement auquel on a droit. Si on veut changer cet élément-là, ça nous prend une nouvelle autorisation. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est que si la maison fait 1000 pieds carrés, je pourrais, si je voulais, la détruire et obtenir un permis de la ville pour reconstruire un autre 1000 pieds carrés. Donc, je pourrais reconstruire la même dimension dans la mesure, par contre, que je ne perds pas mon droit acquis, OK? Parce qu'il y a certaines villes et la CPTAQ qui vont prévoir que si ma construction, elle est détruite à plus de X nombre de pourcents, que je ne pourrai pas continuer à bénéficier de mon droit acquis. Donc, par exemple, une maison en terre agricole qui passerait au feu, si elle n'avait pas de fondation, c'était une cave en terre, et que tout est détruit, fort probablement que si je veux reconstruire, ça va me reprendre une autorisation de la CPTAQ parce que je n'aurai pas de base qui sera demeurée existante. Alors que si la maison avait une fondation et que c'est la structure de bois qui passe au feu, mais que la fondation, elle est encore présente, là, c'est possible que je sois capable de reconstruire sur cette fondation-là, étant donné que je n'aurais pas perdu mon droit acquis. Mais encore là, c'est impossible pour moi de vous donner une règle applicable à tous les coups parce que ça dépend du scénario. Donc, je peux pas vous dire que dans tous les cas, s'il y a 80% qui passent au feu, on peut reconstruire, ça dépend. OK? Donc, l'idée ici, c'est que si vous avez un acheteur qui est frileux d'acheter un immeuble qui est en droits acquis, donnez-lui le temps d'aller se chercher de l'information. Donc, si pour lui, c'est important de savoir c'est quoi les pourcentages qui me donneraient le droit de reconstruire ou non, prévoyez-le dans votre PAG. Faites simplement écrire que l'acheteur va avoir un délai de 2 semaines pour communiquer avec la ville et la CPTAQ pour obtenir plus d'informations sur les droits acquis, tout simplement. Et prévoyez que, dépendamment de ce qu'il reçoit comme information, il se donne le droit ou non de mettre fin à la PAG. C'est tout. Donc, aventurez-vous pas dans ce type de conseil-là parce que là, vous prenez la chance de donner une information erronée et si la décision est prise sur une information erronée, là, votre responsabilité professionnelle pourrait être en jeu. OK? C'est la même chose, je vais en reparler au prochain cours des règlements municipaux, mais c'est ce que j'explique aussi toujours en lien avec les règlements municipaux. Ne vous ingérez pas dans ces vérifications-là. Surtout en matière commerciale, vous avez des clients qui vont peut-être vous dire « Wow, le building est impeccable. Moi, j'aimerais ça faire un restaurant dans le local commercial. » C'est pas à vous de vérifier si c'est un usage qui est permis ou non. C'est à votre client acheteur. Parce que si vous vous ingérez dans cette vérification-là, que vous interprétez vous-même les règlements de la ville et que vous vous trompez, votre responsabilité va être en jeu. Et non seulement fort probablement que vous allez devoir compenser votre client à qui vous allez créer des dommages. Donc oui, vous allez avoir le FARCIC qui va peut-être vous aider pour l'erreur que vous avez commise, mais vous courez le risque que le FARCIC dise non assurable parce que vous êtes allé au-delà de votre opération de courtage. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que le FARCIC, c'est votre fonds d'assurance professionnelle pour des fautes ou des erreurs ou des omissions que vous commettez dans le cadre de votre travail. Donc, si vous allez au-delà de ça et vous vous mettez à faire des vérifications juridiques et de donner des opinions juridiques, ça, c'est à l'extérieur de votre opération de courtage et c'est là que c'est risqué pour vous. Parce que le client, lui, va toujours être capable de vous poursuivre, mais à savoir si vous allez devoir payer de votre poche ou si le FARCIC va payer pour vous, c'est ça là, qui va avoir un grand impact pour vous.
Et naturellement, dans l'un ou l'autre des cas, si vous vous faites poursuivre par un client pour une erreur, une faute ou une omission, fort probablement que cette cause-là va être aussi dirigée vers le comité de discipline qui va aller regarder est-ce que vous avez rempli vos actions professionnelles ou non. Et ça aussi, ça pourrait entacher votre dossier pour le futur. Donc, mon conseil, lorsqu'on est en zone agricole, sachant que c'est une loi qui est complexe, on y va avec la base, c'est-à-dire de s'assurer de tout divulguer dans la DV et de s'assurer lorsqu'on représente un acheteur qu'il est conscient qu'il achète en zone agricole avec les limitations qui sont rattachées. Et si mon client acheteur veut plus de détails sur le sujet, on prévoit dans la PAG une clause pour lui permettre d'aller faire ces vérifications-là. C'est sûr et certain que ceux et celles qui vont concentrer leur pratique dans le zonage agricole, donc si vous comptez travailler en région et que 95% de vos listings, ça va être du terre agricole, là, vous allez vous développer un bagage. Donc, lorsqu'on vous dit dans la loi sur le courtage que vous devez toujours y aller avec votre compétence comme courtier, c'est sûr que plus vous allez faire de transactions dans ce domaine-là, plus vous allez vous développer un bagage et plus vous allez être en mesure de donner de l'information sans que ce soit un conseil juridique et sans peut-être prévoir que votre client acheteur doive lui-même aller chercher cette information-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, surtout en commercial, les différents créneaux dans lesquels vous pouvez exercer sont importants et la plupart des gens qui vont vouloir soit vous engager comme courtier collaborateur, donc pour les représenter comme acheteurs ou même comme courtier inscripteur, vont avoir beaucoup de questions sur votre expérience, sur votre expertise. Parce que comme courtier commercial, on l'a vu ensemble, vous avez tout un éventail de choses que vous pouvez faire. Et donc, si je suis un agriculteur qui veut mettre ma terre agricole en vente, fort probablement que je vais pencher vers un courtier qui fait ça majoritairement dans sa pratique, plutôt qu'un courtier qui fait peut-être du bloc appartement dans les grands centres métropolitains. OK? Donc, le courtier qui fait du bloc appartement a les connaissances de base sur les zones agricoles, mais fort probablement pas aussi développées que le courtier qui ne fait que ça. OK? Donc, c'est pour ça que je vous disais aussi, il y a quelques cours, lorsqu'on parlait des règles déontologiques, c'est pas mauvais aussi d'avoir une idée de ce que vous voulez faire comme courtier commercial. Parce que l'éventail est tellement grand que moi, je pense personnellement que pour pas vous mettre les pieds dans les plats et pour pas faire des erreurs sur des transactions que vous ne faites presque jamais, vous devriez vous concentrer aussi sur certains créneaux. Hein? Donc, ça devrait faire partie de votre offre de service, de vous spécialiser, entre guillemets, dans un créneau particulier. Ça ne vous empêche pas de prendre d'autres types de listings, sauf qu'on diminue le risque d'erreur lorsqu'on fonctionne de cette façon-là parce qu'on devient spécialisé. C'est un peu comme moi, comme notaire. J'ai tout un inventaire de choses que je peux faire, mais moi, j'ai décidé de me concentrer sur les transactions immobilières parce que c'était ce domaine-là qui me passionnait. Et si vous me posez des questions, par exemple, sur le droit du travail, j'y connais zéro. J'ai la base, je sais qu'il y a un code du travail, je sais c'est quoi un syndicat, je sais c'est quoi la CNESST. Donc, il y a plein d'affaires que je connais, mais je pourrais pas prendre un dossier dans lequel j'aurais un contrat de travail à rédiger parce que j'en ai jamais fait dans ma pratique. J'ai les connaissances, mais j'ai pas développé cette expertise-là. Et l'inverse est aussi vrai. Un avocat ou un notaire qui ne fait que du droit du travail, il pourrait rédiger un acte de vente. Il a les compétences pour le faire, mais s'il en a fait très peu ou pas dans sa pratique, ça serait risqué pour ce juriste-là d'exposer sa responsabilité professionnelle. Donc, moi, personnellement, puis je conclue ma parenthèse là-dessus, moi, personnellement, je trouve que le zonage agricole, c'est un domaine en soi, OK? Et pour se créer justement un réseautage aussi autour de soi, je trouve que c'est le genre de créneau dans lequel il faut vraiment se lancer pour en devenir expert. Et c'est pas le type de listing que je vous recommande de prendre si vous en faites jamais. OK? Donc, si vous, votre bureau est dans un grand centre métropolitain, vous voulez surtout vous concentrer sur le bloc appartement et sur l'immeuble semi-commercial. Et là, vous avez un client qui vous dit « Ah oui, mais moi, mon beau-frère, c'est un agriculteur en région, puis il aimerait ça vendre sa terre agricole. » Moi, perso, là, je vous suggère de référer ce dossier-là à des courtiers commerciaux qui se sont spécialisés là-dedans. Tout comme
le courtier qui se spécialise en zonage agricole et qui a un client qui lui dit « Mon beau-frère est propriétaire d'un parc immobilier à Montréal qu'il voudrait vendre. Fort probablement qu'il faudrait référer à un courtier. » Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Je veux pas non plus insulter ou restreindre personne parce que vous avez le droit de tout faire. Mais moi, je pense que pour ce type de créneau particulier-là, qui est le zonage agricole, il faut vraiment se lancer là-dedans au quotidien ou presque là, pour vraiment en devenir expert. Parce que c'est pas avec 15 minutes dans un cours de 60 heures qu'on devient expert en zonage agricole. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça va pour le zonage agricole. Je m'étendrai pas plus longtemps parce que j'avais comme espoir de finir le matériel à 2h30. Donc, je vais arrêter mes commentaires personnels. On va continuer. Excellent. La prochaine section, c'est la section sur les lois concernant les non-résidents. OK? Et dans cette section-là, juste pour que ça soit clair, il y a 2 lois particulières qu'on va aborder. Il y a la loi relative à l'impôt concernant la vente d'un immeuble par un non-résident. Donc, le premier aspect qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois valider comme courtier lorsque mon vendeur est un non-résident. Et la deuxième loi qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui se produit lorsque mon acheteur est un non-résident pour une terre agricole. OK? Donc, actuellement, au 22 novembre 2022, c'est encore possible pour un non-résident de se porter acquéreur de n'importe quel immeuble au Québec. Mais lorsqu'on parle d'une terre agricole, il y a une petite nuance qu'il faut regarder ensemble. Attention, par contre, attention, à partir du 1er janvier 2023, il y a la loi interdisant l'acquisition d'immeubles au Québec par des non-résidents qui va commencer à s'appliquer jusqu'en 2025. OK? Donc, cette loi-là, qui est un peu pour, pas contraindre, là, mais combattre, la situation qu'on a actuellement, donc avec la pandémie, avec la surchauffe du marché immobilier, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont collaboré pour arriver avec une loi pour justement interdire l'acquisition d'immeubles résidentiels, oui, mais attention, parce qu'on ne sait pas encore la définition exacte de ce qu'on entend par un immeuble résidentiel, OK? Parce que cette loi-là qui a déjà été adoptée et qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2023 doit être complétée par un règlement d'application qu'on n'a pas encore. Et on attend ce règlement d'application-là pour savoir qu'est-ce qu'on considère comme un immeuble résidentiel. Est-ce que c'est juste de l'unifamilial? Est-ce que c'est du 1 à 4? Est-ce que c'est un immeuble avec propriétaire occupant? Est-ce que ça inclut n'importe quel type de bloc appartement résidentiel? Ça, c'est ce qu'on ne sait pas encore. OK? Donc, on sait que ça ne va pas inclure le commercial aux yeux de l'usage de l'immeuble, donc tout ce qui est centre commercial, édifice à bureaux, édifice industriel, terre agricole, ça, on est pas mal certain que ça va être exclu. Mais on ne connaît pas encore la définition précise de qu'est-ce que le gouvernement avait en tête lorsqu'il nous a parlé d'un immeuble résidentiel. La deuxième chose qui est incertaine pour le moment et pour laquelle on attend le règlement du gouvernement, c'est de savoir qu'est-ce qui va être utilisé comme date de référence. Donc, par exemple, si un acheteur étranger pour une maison unifamiliale avait signé une promesse d'achat avant le 1er janvier, avec une occupation après le 1er janvier et une date chez le notaire après le 1er janvier, ça rentre-tu ou ça rentre pas dans la loi? Donc, qu'est-ce qui va être considéré? C'est-tu la date de la PAG? C'est-tu la date de transaction chez le notaire ou c'est-tu la date d'occupation ou de délivrance? C'est la même chose pour quelqu'un qui avait signé un contrat préliminaire pour l'achat d'un condo neuf, par exemple. Donc, on sait que bien souvent, lorsqu'on veut acheter une nouvelle construction, ça peut prendre des fois 1 an, 2 ans avant qu'on reçoive la livraison de ce condo-là. Donc, si on a un investisseur étranger qui avait fait un contrat préliminaire sur un condo neuf qui va être livré en 2024, ça marche-tu ou ça marche pas? Donc, pour toutes ces raisons-là, pour le moment,
moi, je ne peux pas vous parler plus de cette loi-là parce qu'il nous manque des détails cruciaux, OK? On se croise les doigts, bien sûr, pour que le règlement soit disponible avant le 1er janvier 2023. Donc, on aimerait ça plutôt que tard savoir ces détails-là. Donc, dès que je vais avoir les détails, je vais en prendre connaissance, puis je vais vous partager l'information. Et fort probablement que l'OACQ va faire la même chose. Donc, pour ceux et celles qui sont déjà courtiers-courtières, et même si vous êtes en devenir, vous avez déjà accès à Simbad. Donc, vous le savez, comme étudiant au collège, vous pouvez demander vos accès à Simbad. Donc, ça serait intéressant aussi de les faire activer parce que je suis certaine que dès que ça va devenir disponible, l'OACQ va faire des capsules d'information. Donc, vous devriez être en mesure d'obtenir l'information à ce niveau-là aussi. Mais comme on est encore avant le 1er janvier 2023, je vais quand même faire une petite parenthèse tantôt là, pour vous parler de la loi sur l'acquisition des terres agricoles par des non-résidents. Donc, on saura que cette loi-là, en principe, est applicable jusqu'au 31 décembre et on verra selon le règlement qu'est-ce qu'il en est pour à partir du 1er janvier. Donc, si je reviens à la première partie, et ça devrait être déjà quelque chose qui est connu parce que c'est quelque chose qui est vu exactement de la même façon dans le parcours résidentiel. Donc, ce que vous avez ici, ça se veut un rappel de ce que vous connaissez déjà. Alors, je vous rappelle que lorsqu'un vendeur est un non-résident canadien, donc c'est pas quelqu'un qui produit un rapport d'impôt au Canada, donc, c'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment de lien avec le Canada pour y rapporter ses revenus annuellement. On considère alors que ce vendeur-là, il est un non-résident canadien. Et lorsque c'est le cas, que le vendeur est un non-résident canadien, il doit obtenir du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial un certificat de conformité l'autorisant à vendre son immeuble. Donc, l'idée, c'est que si je suis non-résident canadien et que je n'ai pas à produire de rapport d'impôt, je n'ai pas de façon de dire au gouvernement le gain en capital que j'aurais fait sur la vente d'un immeuble commercial. Et donc, comme il n'y a pas ce mécanisme-là qui permet au gouvernement de percevoir l'impôt sur le gain en capital, le gouvernement a trouvé un mécanisme secondaire par lequel ils disent, ben, tu sais quoi, avant de pouvoir vendre, viens me dire c'est quoi le gain en capital projeté sur ton immeuble, on va s'organiser pour le paiement des impôts et là, je vais t'émettre un certificat de conformité qui autorise la vente. OK? Donc, c'est ça l'esprit derrière la loi. C'est que selon la loi sur l'impôt canadienne et la loi d'impôt du Québec, lorsqu'on fait la vente d'un immeuble, on doit déclarer notre gain en capital parce que, règle générale, le gain en capital est imposable à 50%. Donc, 50% du profit qu'on a fait sur la vente d'un immeuble, je dois l'ajouter dans mon rapport d'impôt pour m'imposer sur ce gain-là. OK? Naturellement, il y a toutes sortes d'exceptions. C'est pas un cours de loi fiscale ici. Naturellement, lorsque c'est la résidence principale, il y a une exemption. Si ça nous vient pour certains vendeurs étrangers qui sont des non-résidents, il y a aussi des crédits d'impôt. Donc, dépendant de l'impôt qui est payé dans le propre pays de la personne, il y a aussi des crédits ou des exemptions. Vous n'avez pas besoin de connaître ça. Ce que vous avez besoin de connaître, c'est le fait que si je veux prendre un contrat de courtage avec un vendeur non résident, ce vendeur non résident doit me fournir un certificat de conformité du gouvernement fédéral et un certificat de conformité du gouvernement provincial. Et plus spécifiquement, ça va être émis par l'Agence de revenus du Canada et ça va être émis par Revenu Québec. Donc, les deux paliers de gouvernement auxquels on fait nos rapports d'impôt à chaque année, c'est eux qui vont émettre les certificats de conformité. Et l'idée pour laquelle c'est d'une importance cruciale d'obtenir ces certificats-là, c'est que si on n'obtient pas les certificats de conformité et qu'on procède à la transaction de vente et qu'il y a de l'impôt payable sur le gain en capital, c'est l'acheteur qui va être pris pour le payer. Donc, le gouvernement, certainement, qui ne va pas accuser une perte. Donc, dans la loi, c'est écrit que si on n'a pas les certificats de conformité et qu'on fait la vente, c'est l'acheteur qui va être pris pour payer l'impôt. Donc, vous aurez compris
que n'importe quel notaire dans la province de Québec va refuser de faire une transaction de vente si on n'a pas les 10 certificats de conformité. Parce que le notaire, il est là à la fois pour protéger le vendeur et à la fois pour protéger l'acheteur. Naturellement, il existe un plan B, OK? Parce que vous aurez compris que c'est pas tous les vendeurs étrangers qui sont au courant de cette règle-là. Donc, ça se peut qu'il y ait un vendeur qui se présente à votre bureau et qui vous dise, ben moi, je suis italien, je veux vendre un bloc appartement que je possède au Québec. Et là, vous allez parler des certificats de conformité. Le vendeur va vous regarder avec des yeux gros de même et va vous dire, ben j'en ai pas là pour le moment de certificat de conformité. Donc, le plan B, pour être capable quand même de prendre le contrat de courtage, sachant que le vendeur va devoir débuter rapidement ses démarches pour obtenir ses certificats de conformité, le plan B, c'est de faire chez le notaire une retenue, OK? Donc, votre travail, ça va être de calculer pour être sûr qu'on a suffisamment d'argent dans le produit net de vente pour faire la retenue requise. Et la loi prévoit que pour un bien amortissable, c'est-à-dire un immeuble qui produit des revenus, la retenue qu'il faut faire, c'est un montant de 80% du prix de vente. Hein? Donc, ce que vous allez faire, c'est que si on sait, par exemple, que c'est un bloc appartement qu'on compte vendre, je sais pas moi, un bloc appartement qu'on compte vendre pour 1 million de dollars, on va essayer de faire ça simple, on sait que la retenue minimum, ça va être de 800 000. Donc, le notaire, pour être capable de faire la transaction sans le certificat de conformité, va devoir retenir dans son compte en fidéicommis 800 000 $ sur le 1 million. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que vous devez faire des calculs, parce que si en plus de ça, sur cet immeuble-là, il y avait une hypothèque et qu'il y a un solde hypothécaire, ça aussi, c'est une déduction que vous devez faire. Donc, 80% du prix de vente, ça va vite, ça mange énormément du produit de vente. Donc, c'est pour ça que je vous dis, oui, c'est un plan B, mais qu'il y a une application quand même restreinte parce qu'il faut un immeuble qui est presque clair d'hypothèque pour être capable de faire cette retenue-là. Et donc, le notaire va conserver 80% du prix de vente dans son compte en fidéicommis et lorsque le vendeur va lui fournir le certificat de conformité, dépendamment de ce qui est écrit là-dedans, le notaire va soit pouvoir libérer les sommes au vendeur ou remettre ce qui est dû au gouvernement. OK? Donc, dans tous les cas, le vendeur va devoir se procurer des certificats de conformité, mais au moins, on a un plan B pour être capable quand même de faire la transaction. C'est dans la mesure où on est capable de retenir 80% du prix de vente. Et ici, vous avez un aide-mémoire à ce sujet-là dans votre contrat de courtage. Donc, lorsque vous prenez un contrat de courtage avec un vendeur non résident et que vous allez passer à travers les déclarations du vendeur avec lui, vous allez voir qu'une des premières déclarations que le vendeur va faire, c'est le fait qu'il est un résident canadien. Et lorsqu'il n'est pas un résident canadien, il va devoir alors déclarer qu'il est au courant qu'il y a la réserve sur les certificats de conformité qui s'appliquent ou bien sur la retenue chez le notaire. Donc là, pendant que je parle, j'essaie de vous trouver cette clause-là. C'est dans les déclarations du vendeur. Où es-tu? Numéro 4. Donc, je vais grossir. Donc, c'est à la clause 8.1 paragraphe 4 dans lequel on fait déclarer au vendeur qu'il est un résident canadien, sauf, OK, à défaut de quoi, les dispositions des lois fiscales concernant les certificats s'appliquent ou bien la rétention d'une partie du prix de vente. Donc, c'est lorsque vous expliquez là à votre vendeur que lui, c'est un non-résident, qu'il va devoir se procurer les certificats de conformité et que comme plan B, on pourrait calculer pour voir si on est capable de faire la retenue. Ce qui veut dire que si après vos calculs, vous déterminez qu'il ne restera pas 80% de disponible sur le prix de vente parce qu'il y a déjà une hypothèque sur l'immeuble, il y a des coûts à être payés à un arpenteur, votre commission à vous, donc vous faites tous vos calculs et vous dites il ne reste pas 80%, et le vendeur n'a pas ses certificats de conformité, ça veut dire que vous ne prenez pas le contrat de courtage.
OK? Donc, je répète, si on n'est pas capable de retenir 80 et qu'on n'a pas les certificats de conformité, on oublie ça, prendre le contrat de courtage avec le non-résident, parce qu'encore une fois, vous allez mettre votre responsabilité en jeu. D'accord? Donc, c'est là que vous devez l'indiquer lorsque vous voulez représenter un vendeur qui est un non-résident. Est-ce que ça va pour ça? Donc, en principe, ça, ce sont juste des rappels. Vous devriez déjà être au courant de tous ces éléments-là. Excellent. La prochaine loi, c'est la loi sur l'acquisition des terres agricoles par des non-résidents. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est une loi qui s'applique lorsque mon acheteur est un non-résident. Non-résident, cette fois, du Québec. Donc là, on ne parle plus de non-résident au Canada, on parle de non-résident du Québec. Et que cet acheteur-là veut acheter une terre agricole de 4 hectares ou plus. Donc, si j'ai un acheteur italien qui n'est pas résident au Québec et qui veut acheter une terre agricole de 4 hectares ou plus, ça va nous prendre une autorisation de la CPTAQ, tout simplement. Donc, lorsque vous allez rédiger la PAG avec cet acheteur-là, vous allez prévoir dans les autres conditions à la fin que la promesse d'achat est sujette à une autorisation de la CPTAQ puisque l'acheteur est un non-résident du Québec et qu'il veut acheter une terre de 4 hectares ou plus. Et cette règle-là, elle est aussi vraie si mon acheteur est résident d'une autre province canadienne. Donc, si mon acheteur habite en Ontario et qu'il veut acheter une terre agricole au Québec de 4 hectares ou plus, ça va nous prendre la décision de la CPTAQ. Parce que la loi dit bien qu'on parle d'un résident au Québec. Donc, si la personne ne peut pas vous démontrer qu'elle habite de façon normale au Québec et qu'elle habite plutôt de façon normale dans une autre province canadienne ou dans un autre pays, c'est du pareil au même pour cette loi-là. Ça va nous prendre l'autorisation de la CPTAQ. Donc, pas mal plus simple pour cette loi-là. Il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a pas de plan B. Si on veut représenter un acheteur non résident québécois pour une terre agricole de 4 hectares ou plus, il faut juste se rappeler de mettre cette condition-là dans la PAG. Okay? Il n'y a rien à mettre dans d'autres documents puisque c'est juste applicable si vous représentez l'acheteur. Dernière chose dont je veux vous parler aujourd'hui, donc je vais passer par-dessus les règlements municipaux, je vais passer par-dessus les droits de mutation pour me rendre à la section sur la loi sur le TAL, okay? La loi sur le tribunal administratif du logement. C'est la dernière chose dont je veux vous parler aujourd'hui. Au cours prochain, je vais revenir sur les sections que j'ai sautées, donc règlements municipaux, taxes de bienvenue et TPS-TVQ. Je vous en reparle au prochain cours. Pour aujourd'hui, le dernier sujet, c'est le sujet de l'ensemble immobilier. Encore une fois, cette notion-là devrait déjà être connue parce qu'on vous l'enseigne aussi en courtage résidentiel, étant donné que vous pouvez prendre des listings sur du 1 à 4 logements. Donc, un duplex, triplex ou quadruplex pourrait faire partie d'un ensemble immobilier. Donc, ici, quelques rappels importants. Premièrement, on se rappellera que si on veut faire la vente d'un immeuble qui fait partie d'un ensemble immobilier, ça nous prend l'autorisation préalable du TAL. Okay? Donc, lorsque je veux diviser un ensemble immobilier pour en vendre une partie seulement, le TAL doit donner l'autorisation au vendeur. Et l'idée derrière ça, parce que des fois, quand on comprend la logique, ça explique la règle. La logique derrière ça, c'est que pour constituer un ensemble immobilier, un des critères, c'est qu'il faut qu'il y ait un accessoire en commun. Donc, il faut qu'il y ait un accessoire ou une installation qui soit utilisée par tous les locataires de l'ensemble immobilier. Donc, si j'ai l'intention de vendre un de ces immeubles-là à quelqu'un d'autre, le TAL va s'assurer que les locataires de cet immeuble-là vont pouvoir continuer à utiliser l'installation commune et qu'ils ne seront pas affectés par cette vente-là. Okay? Donc, le TAL, sa mission, c'est la protection des locataires. Et lorsqu'on veut vendre une partie d'un ensemble immobilier, le TAL veut juste s'assurer que ça n'aura pas d'impact sur les locataires.
C'est pour ça que le TAL doit regarder la transaction envisagée et va décider si elle l'autorise ou non. Okay? Donc, ça, c'est la règle qui est à suivre. Pour être en mesure de respecter cette règle-là, vous avez accès à un formulaire de l'OACIQ qui s'appelle l'annexe L pour immeuble locatif. Et la première clause de cette annexe-là, c'est l'obtention de l'autorisation du TAL. Donc, lorsque vous rédigez une PAG avec un client acheteur, vous allez attacher à cette PAG l'annexe L dans laquelle vous allez cocher que la promesse d'achat est conditionnelle à ce que le vendeur obtienne l'autorisation du TAL pour pouvoir procéder à la vente. Okay? Donc, vous avez la belle petite clause qui est déjà faite pour vous. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de mettre le délai dans lequel l'acheteur doit aviser le vendeur qu'il veut se désister de la transaction si on n'est pas capable d'obtenir une décision du TAL. Donc, c'est la seule chose qui vous reste à faire. Okay? Donc, pour remplir cette optique-là, lorsque vous êtes le courtier de l'acheteur, vous utilisez l'annexe L et vous prenez la clause L2.1. Lorsque vous êtes le courtier du vendeur, vous devez simplement divulguer que l'immeuble qu'on veut vendre, c'est un immeuble qui fait partie d'un ensemble immobilier. Et encore une fois, cette divulgation-là, je vous casse les oreilles aujourd'hui avec ça, vous allez la faire dans la DV. Donc, c'est dans la DV, à la clause D2.7 qu'on dit « L'immeuble fait-il partie d'un ensemble immobilier, oui ou non? » Donc, si la réponse, elle est « oui », à noter que ça prendra alors une autorisation du TAL, tout simplement. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On le divulgue dans la DV. Si le client vendeur veut pas faire la DV au long, vous avez la même question qui est posée dans le CCG. Donc, vous allez à la clause 8.4 du CCG et dans la liste du paragraphe 8, la première question vous demande « C'est-tu un ensemble immobilier, oui ou non? » Donc, je pense que c'est assez simple de savoir qu'est-ce que vous devez faire si vous êtes le courtier inscripteur et qu'est-ce que vous devez faire si vous êtes le courtier collaborateur. Maintenant, le dernier rappel que je dois vous faire, c'est quoi un ensemble immobilier? Donc, je veux juste vous rappeler les 4 caractéristiques requises pour que des immeubles constituent un ensemble immobilier. Donc, naturellement, ça me prend plus d'un immeuble. Donc, ça me prend au moins 2 immeubles ou plus qui totalisent ensemble plus de 12 logements pour lesquels j'ai le même propriétaire et pour lesquels les locataires partagent ensemble un accessoire ou une installation en commun. Donc, si j'ai 4 blocs appartements de 6 logements chacun, 4 x 6, 24 logements, donc mes 2 premiers critères sont remplis. Si ces 4 blocs appartements-là sont la propriété d'une seule personne, mon 3e critère est rempli. Et si tous les locataires de ces 4 blocs appartements utilisent en commun un gym, par exemple, donc dans un des blocs appartements, il y a un local qui est un gym et tout le monde a le droit de l'utiliser, ou il y a un local qui est une buanderie et tout le monde a le droit de l'utiliser, les 4 critères pour former un ensemble immobilier sont rassemblés. Ce qui veut dire que si le propriétaire de ces 4 blocs appartements-là veut en vendre un des 4, on considère que c'est une vente d'une partie d'un ensemble immobilier et donc, comme courtier inscripteur, je l'écris dans la DV et comme courtier collaborateur, j'utilise l'annexe L pour en faire une condition. OK? Et là, je vous pose la question suivante. Mon exemple d'un propriétaire qui a 4 blocs appartements de 6 logements pour lesquels les locataires utilisent en commun une buanderie. Si mon propriétaire veut vendre tout son parc immobilier, donc mon propriétaire veut vendre les 4 blocs appartements et vous prenez un contrat de courtage dans lequel vous prenez les 4 blocs appartements, donc le vendeur dit « Moi, je veux pas vendre séparément les 4, je veux un acheteur pour mes 4 blocs appartements. Est-ce que vous avez besoin de l'autorisation du TAL? » Donc, si le vendeur veut vendre les 4 blocs appartements à un seul et même acheteur, est-ce qu'on a besoin de l'autorisation du TAL? Non. On n'a pas besoin de l'autorisation du TAL parce que
Je remplace un propriétaire par un autre, donc ça n'a aucun impact sur les locataires. Les locataires ne vont y voir que du feu parce que l'ensemble immobilier demeure le même et tous les locataires vont encore pouvoir utiliser la buanderie. Donc vraiment, l'autorisation du TAL, elle est requise lorsque je démantèle un ensemble immobilier. Donc, si mon vendeur avait voulu vendre les 4 immeubles à 4 acheteurs différents, là, j'ai besoin de l'autorisation du TAL pour chacune des ventes parce que là, je vais me retrouver avec un ensemble immobilier qui avait un seul propriétaire avec maintenant 4 immeubles qui appartiennent à 4 personnes différentes, mais pour lesquels on veut s'assurer que les locataires puissent continuer à utiliser la même buanderie. OK? Donc, l'idée, c'est que si je vends l'ensemble immobilier au complet à un seul acheteur, pas d'autorisation du TAL, mais si je veux vendre l'ensemble immobilier à plusieurs acheteurs ou que je veux vendre une partie de l'ensemble immobilier, là, j'ai besoin de l'autorisation du TAL. Donc, ça, c'est le genre de choses auxquelles vous pouvez lire entre les lignes. Soyez attentifs à ces détails-là dans des scénarios. Donc, des fois, on vous dira pas clairement que c'est un ensemble immobilier. Des fois, on va vous donner dans le scénario différentes informations avec lesquelles vous allez pouvoir conclure que c'est un ensemble immobilier et avec cette conclusion-là, être capable de dire qu'est-ce que vous avez besoin de faire, soit comme un courtier inscripteur ou comme un courtier collaborateur. C'est ça le genre de choses qu'on veut tester dans les évaluations. On veut pas vous demander de nous définir un ensemble immobilier. C'est pas assez pratico-pratique. Ce qu'on veut faire, c'est vous donner des critères. Vous devez conclure si oui ou non c'est un ensemble immobilier et nous dire qu'est-ce que vous allez faire avec cette information-là. C'est ça qu'on cherche à confirmer lors des évaluations. OK? Donc, 2h30 pile, on est arrivé à la fin du matériel que j'avais en tête pour le cours d'aujourd'hui. Donc, si je reviens au plan de cours, ça veut dire que pour aujourd'hui, on a été capable de parler de la loi sur la qualité de l'environnement, de la loi sur le zonage agricole, des lois qui affectent les non-résidents et de la loi sur le TAL, donc l'ensemble immobilier. Ce qui veut dire que comme je vous l'expliquais au prochain cours qui est le 6 décembre, on va être en mesure de parler des 3 derniers sujets qui étaient en gris. Et la raison pour laquelle je voulais pas me presser de parler de ces 3 sujets-là aujourd'hui, c'est que vous en avez pas besoin pour l'évaluation mi-cours, OK? Donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous parler des autres sujets parce que ça serait peut-être possible que vous en ayez besoin pour le mi-cours, mais les 3 éléments en gris, vous pouvez oublier ça. Ce qui veut dire que pour l'évaluation mi-cours qui va se débloquer vendredi, tout ce que vous avez besoin en termes de matière, c'est ce qu'on a couvert depuis le cours 1 jusqu'au cours d'aujourd'hui, incluant l'ensemble immobilier, OK? Donc, tout ce qui a été fait depuis le cours 1 jusqu'à maintenant, c'est ce que vous avez besoin pour l'évaluation mi-cours. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin dans le matériel. Vous avez entre les mains tout ce que vous avez besoin. Ce qui veut dire que pour les prochaines 10 minutes, je vais ouvrir une période de questions. Donc, je vais vous laisser la chance de poser des questions sur le matériel ou sur l'évaluation mi-cours elle-même si vous avez encore de la difficulté à localiser tout ça dans Omnivox. Donc, période de questions de 14h30 à 14h40. Et à 14h40, si on a épuisé toutes les questions, là, je vous laisserai aller et je finirai le cours. OK? Donc, pour le moment, je vais juste éteindre mon micro pour pas que vous m'entendiez respirer. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez utiliser ce temps-là pour faire des exercices. Profitez du fait que je suis disponible, je suis live avec vous et je réactive mon micro à 14h40 pour clore le cours. OK? Donc, je ferme ça, je vous laisse la parole et je réactive s'il y a des questions.
Donc, soit une question, vous mentionnez s'il y a une différence de dimension entre le certificat de localisation et le plan cadastral au registre foncier, lequel est-ce que vous devez prendre en compte? En fait, ça va dépendre. Vous devez adresser cette question-là à l'arpenteur géomètre qui, lui, va pouvoir vous expliquer pourquoi il y a une discordance entre les deux dimensions. Règle générale, vous allez utiliser ce qu'il y a dans le certificat de localisation parce qu'on considère que c'est l'information qui est la plus récente et la plus précise, mais vous devez vraiment obtenir cette opinion-là de l'arpenteur géomètre parce que ça se peut que ce soit lui qui se soit trompé aussi dans son mesurage, ok? Ça se peut qu'il y ait eu un problème technique avec un outil de mesurage et que ça soit son erreur aussi. Donc, règle générale, ça sera plutôt une erreur au registre foncier parce que les plans cadastraux qui ont été déposés au registre foncier ont été faits lors de la rénovation cadastrale. Et pour les premières rénovations cadastrales qui ont été faites vers les années des fins 80, vers la fin des années 80, c'est possible que les outils de mesurage qui étaient utilisés à ce moment-là ne soient pas aussi précis que les outils de 2022. Donc, ça se peut que la discordance vienne juste du fait d'un outil plus précis et c'est ça que l'arpenteur géomètre va pouvoir vous confirmer. OK? Et je vais répondre aussi, là, comme j'ai le micro allumé, Sandrine qui vient de se joindre. Oui, ça va être vraiment important de regarder la version enregistrée du cours et vous pourrez même tester tout de suite. J'ai fait un test dans Omnivox. J'ai déposé un document qui s'appelle « Ceci est un test » dans la section « Documents et vidéos » qui est l'endroit où est-ce que vous allez être capable de télécharger le mi-cours à partir de vendredi. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez aller dans votre Omnivox, valider dans la section « Documents et vidéos » que vous êtes en mesure de télécharger ce document-là d'une part. Et également, si vous êtes à l'aise avec Mio, parce que je vais vous demander de me retourner votre évaluation complétée par le biais d'un Mio, donc d'un courriel dans Omnivox. Donc, si vous êtes capable de vérifier les deux, ça serait très pratique pour être sûr que vous soyez à l'aise avant vendredi. Et j'expliquais aussi au début du cours que pour la fin de la semaine, donc à partir de jeudi, je serai pas très disponible. Donc, si vous avez des questions, idéalement, si vous êtes en mesure aussi de me les adresser, soit demain, soit d'ici la fin de la journée ou demain, là, ça serait préférable parce que jeudi, je peux pas garantir que je vais être en mesure de retourner des réponses, d'accord? Page 63 du manuel, Farida, je vais aller voir avec vous. Je connais bien le manuel, mais pas encore page par page. Donc, même après toutes mes années d'enseignement, ben en fait, c'est dû aussi au fait qu'à chaque année, on fait des mises à jour, donc les pages changent un peu. Je vais aller voir avec vous, page 63. Je vais y arriver. 2, 4, 3. Page 63, paragraphe 3, 1, 2, 3. Enfin, lorsque le copropriétaire est en défaut de paiement de ses charges communes pour une période de plus de 30 jours, le syndicat peut publier... Non, le 30 jours, c'est bon. Le 30 jours, c'est bon. Ah oui, c'est bon, le 30 jours. Donc, dans le fond, c'est que si un copropriétaire est en retard d'1 mois dans le paiement de ses frais de condo, le syndicat peut utiliser ses recours, incluant l'hypothèque légale. Donc, ça n'en prend pas beaucoup pour le syndicat pour être en mesure d'utiliser ses recours. On ne veut pas laisser les sommes s'accumuler trop longtemps. Donc, 1 mois, c'est suffisant pour entamer des recours. Tout à fait. La copropriété n'est pas à l'examen, OK? Comme la copropriété, c'est une section que j'ai sautée et qu'on va reparler dans un cours ultérieur, il n'y aura pas de questions là-dessus non plus à l'évaluation mi-cours. Donc, pas de questions sur la copropriété. Donc, si je vous remontre le syllabus, la copropriété, c'est un sujet que j'avais mis en gris aussi là, dans le chapitre 2
Donc, aucune question là-dessus. Et prochaine question, Des-moi, vous mentionnez au niveau de l'empiètement sur un terrain voisin avec mauvaise foi, est-ce que la prescription acquisitive s'applique? En principe, non, OK? Parce que pour prescrire avec la prescription acquisitive, ça doit être de façon non équivoque, OK? Je dois être convaincue que c'est à moi ce terrain-là. Et donc, si je sais sciemment que j'empiète chez le voisin, c'est que j'ai pas hors de tout doute, je ne suis pas de façon non équivoque. Donc, en principe, ce critère-là n'est pas rempli. OK? Donc, si c'est un empiètement que je fais volontairement de mauvaise foi, je sais que j'empiète chez le voisin puis je le fais pareil. Pas de prescription acquisitive. Bienvenue. Pour répondre à votre question, soit il n'y aura pas de questions de recherche au registre foncier. Si jamais on vous pose des questions là-dessus, on va vous fournir l'information parce que le site Internet du registre foncier, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va marcher et quand est-ce qu'il ne marchera pas. Donc, on serait assez malchanceux pour tomber dans une période où le registre foncier ne fonctionne pas. Et comme on vous donne 3 jours pour faire l'examen et que vous pouvez pleinement profiter de ces 3 journées-là, on ne voudrait pas vous couper du temps parce que le site ne fonctionne pas. Donc, si jamais on vous pose des questions, on va vous donner aussi l'information. Vous n'avez pas de consultation live à faire du registre foncier. Donc, on fait un peu comme à l'OACIQ, on prend pour acquis que vous n'avez pas accès à un ordinateur pour être capable de faire l'examen. Exactement. Donc, il y a certaines périodes, des fois, là, où est-ce que ça fonctionne pas. Donc, ça se peut, on prend pas cette chance-là dans les évaluations MICO. On y avait pensé, mais on s'est dit, imaginez la gestion de tout ça. Si jamais le registre foncier fonctionnait pas pendant une journée et demie, qu'est-ce qu'on fait? On reporte la date de l'examen. Oh, c'était trop de gestion. Donc, si on vous donne de l'information, ça va être de l'information statique, donc dans l'examen, puis vous répondez tout simplement avec ça. Donc, une dernière fois avant de vous laisser aller, parce qu'il est 2h42, je vous remets à l'écran les instructions pour le mi-cours. Donc, je vous rappelle que vous allez le chercher dans la section documents et vidéos de Omnivox à partir de vendredi le 25 et vous me retournez votre évaluation complétée par MIO. Donc, il faut aller dans Omnivox, la section des courriels MIO. Vous m'adressez un courriel, vous attachez votre évaluation complétée et vous me retournez ça avant minuit, dimanche le 27. Et pour ceux et celles qui en auraient besoin, je vous ai rendu disponible aussi dans le cours d'aujourd'hui la procédure d'évaluation mi-cours. Donc, vous avez des captures d'écran sur comment aller chercher tout ça dans Omnivox. Vous avez des captures d'écran pour vous indiquer, ici, comment aller chercher. Capture d'écran pour vous indiquer comment ça fonctionne avec Acrob Reader DC pour remplir votre évaluation si vous désirez l'utiliser. Et finalement, des captures d'écran qui vous montrent comment me le retourner par MIO. OK? Donc, je vous laisse cette procédure-là aussi disponible dans le cours d'aujourd'hui. Donc, sur ce, 2h43. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, vous êtes libre de quitter. Donc, je vous répète, n'oubliez pas vendredi d'aller chercher votre évaluation et de la faire. N'oubliez pas que vous avez un cours lundi avec Eric, donc de 9h à 13h, et nous, on se revoit mardi le 6 décembre. Donc, je vous souhaite bon succès pour l'évaluation mi-cours et au 6 décembre.